RCN. Le son de la différence. Pour être plus proche de vous, RCN se délocalise. RCN se délocalise. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette émission spéciale de RCN sur les écrans. Et pour ceux qui nous suivent en vidéo, vous pouvez le voir, on est ici même, au cœur, sous le préau du collège Jean Moulin. Est-ce que ça va au collège Jean Moulin aujourd'hui? Faites du bruit. Oui! Alors j'aurai le plaisir de co-animer cette émission avec plusieurs élèves. Il y aura donc Théoline. Ça va Théoline? Oui. Il y aura Chana. Comment ça va Chana? Ça va. Ça va. Mathilda. Ça va bien? Oui, ça va. Et ensuite on sera rejoint par Timéo et Wassim qui ont bien travaillé aussi. Alors donc il y aura Bertrand Badio qui sera avec nous. Comment ça va Bertrand? Bonjour, ça Je va bien. te laisse te présenter. Donc Bertrand Maggio, je suis éducateur en prévention spécialisée au sein du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Et juste à côté de toi, Monsieur Hanné, une star dans l'établissement. Hein. Exactement. Je suis Arnaud Hanné, enseignant en technologie, et donc je suis le partenaire de Bertrand sur ce projet. Et ensuite, Madame Griffaton. Bonjour à tous. Donc vous êtes... Je suis conseillère principale d'éducation au collège Jean Moulin déjà depuis plusieurs années et je suis très contente d'avoir été invitée pour cette émission au cœur du collège. Et enfin, Madame Voadier, vous êtes donc parent d'élèves. On va vous donner un micro dans quelques minutes. Alors, Chana, qu'est-ce qu'on va faire un peu à la suite? Dis-moi. On va vous parler de l'addiction aux écrans, tout ce qu'on a fait cette année. Je te laisse parler bien proche du micro, Chana. On va parler de tout ce qu'on a fait cette année à propos de l'addiction aux écrans. Très bien, on va c'est parti après juste un petit générique. RCN 90.7. Alors, vous allez me dire, les élèves, en quoi consiste votre projet aujourd'hui, donc celui dont vous allez nous parler lors de cette émission. Tu l'as dit, hein, c'est sur donc, la pratique des écrans, hein, Chana. Donc, quelle est la genèse de ce projet, Chana? Nous avons dû relever un défi, celui de travailler en équipe pour réaliser des podcasts sur le thème de l'addiction aux écrans. Et ces podcasts vont être diffusés aujourd'hui pendant l'émission de Radio Caraïbes Nancy qui se déroule ici et aujourd'hui sous le préau dans la cour de notre collège. Et alors Mathilde, tu as des choses à rajouter sur la façon dont vous avez créé, monté ce projet? L'équipe de prévention spécialisée du conseil départemental a contacté Monsieur Hanné, notre professeur de technologie, qui a expliqué qu'il cherchait des volontaires pour participer à des activités sur le thème de la prévention de l'addiction aux écrans qui se déroulait le vendredi après-midi de 15h30 à 17h30. Alors, donc vous avez fait pas mal de choses hein, avec Monsieur Hanné. On aura peut-être le temps de développer ça un peu plus tard dans l'émission. Mais concrètement, vous êtes vus les vendredis après-midi. Moi, je sais parce que je suis venu au dernier vendredi après-midi. Vous étiez tous et toutes très concentrés. Hein. C'était la semaine dernière, ça passe vite. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait lors de ces préparations? Nous avons commencé avec Vanessa Addiction France, qui nous a appris des techniques de communication avec l'analyse d'affiches de campagnes de prévention précédemment réalisées. Ensuite, avec Bertrand de l'équipe de prévention spécialisée du conseil départemental, nous avons travaillé la méthode et les techniques pour nous mener une interview, faire des micro-trottoirs. Donc c'est pas mal, hein. Vous avez fait des micro-trottoirs, ça vous a aidé, toujours avec le sourire, n'est-ce pas? Il y avait une bonne humeur, non? Oui. Oui, elle a hésité un peu. Hein. C'est pas trop. Il y avait peut-être un peu de bagarre. Ensuite, vous avez aussi rencontré un journaliste. Donc, avant de me rencontrer, vous avez rencontré un certain Thomas. C'était qui, ce monsieur? Un journaliste, commentateur sportif est venu pour nous donner des conseils. Il nous a montré comment s'y prendre pour faire des enregistrements et le matériel qu'il utilisait. Il nous a aussi raconté ses expériences et des anecdotes sur son métier de commentateur sportif, comment s'adapter à la situation, à son
interlocuteur. Ok, donc vous avez retenu pas mal de choses alors de cette rencontre avec Thomas. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? C'était comment? Comment vous l'avez vécu ce moment-là? Hein, Mathilda, comment il était? Comment c'était le contact avec Thomas? C'est un journaliste quand même. Qu'est-ce que ça vous a fait déjà de rencontrer un journaliste sans regarder vos feuilles? Dites-moi un peu. C'était un peu bizarre parce que il y avait un journaliste dans notre salle de classe, quoi. Vous n'avez pas l'habitude? Non. Alors, quand tu dis bizarre, c'est-à-dire, est-ce que c'était, vous étiez un peu perturbé parce que, en disant, il n'est pas trop à sa place, ou alors c'est parce que vous étiez un peu gêné ou même impressionné? Oui, gêné et impressionné, mais plutôt. Et est-ce que ça vous a donné peut-être envie de faire ce métier-là ou pas d'ailleurs? Oui, ça a donné des idées. Et pour toi, Chana? Oui. Oui. Oui, parce que tout de suite, c'est vrai que quand on a préparé l'émission, tu t'es tout de suite dit, moi je vais être co-animatrice. Hein, on m'a dit, Chana, elle a du caractère. Un peu, hein. Monsieur Hanné, il confirme. Hein, et, pareil, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. Et toi, alors, comment tu l'as vécu cette rencontre avec Thomas, ce commentateur sportif? J'étais impressionnée. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'il soit dans notre salle de classe. Ouais. Et pas à la télé ou à la radio, par exemple, c'est ça? Non. Ah, ok. Alors, en parlant de radio, vous êtes venu visiter nos studios, RCN. Oui. Pour comprendre comment se déroulait une émission de radio, ce jour-là, nous t'avons rencontré, Lionel, et tu nous as fait une présentation rapide sur la technique journalistique avec, je me souviens par exemple, la méthode des 5 W, puis dans la salle de réunion de Radio Caraïbes Nancy, nous avons constitué 3 équipes de 4 élèves pour nous répartir le travail. Bon alors, petite interro surprise comme ça. Attention, hein, là il y a vos profs, concentration. C'est quoi les 5 W? Est-ce que vous savez, ceux qui nous suivent, les 5 W, vous connaissez? Non, ils connaissent pas, alors peut-être qu'ils ont envie de connaître. C'est quoi les 5 W en journalisme? C'est pour poser les questions aux personnes. Le premier W, c'était what? Ça veut dire quoi, what? Je sais pas s'il y a des profs d'anglais qui vous regardent. Quoi? Quoi? Hein? Why? Pourquoi? When? C'est où? Quand? Ok. Et where? Où? Ok. Et who? W-H-O? Qui? Ok. Donc là, c'est bon, on a les 5 W là. Et donc, ça servait à quoi alors, les 5 W, si vous vous rappelez bien? À constituer les questions. C'est exactement ça, à élaborer des questions. Alors, bon, j'arrête l'interro maintenant. Je vais vous demander alors, ce que vous avez fait, donc, lorsqu'on s'est rencontrés, vous avez vu quelques outils journalistiques, même en dehors des 5 W, et ensuite, vous avez constitué des équipes pour quoi faire? Pour se répartir le travail. Et donc là, vous avez pris des micros, vous êtes allé dans la rue, et vous avez fait une pratique qu'on appelle le... Micro-trottoir. Et allez, racontez-moi ça un peu. C'était comment cette expérience de micro-trottoir? C'était bien. On a été à la pépinière et on a interrogé des adultes. Donc ça, vous avez fait micro-trottoir et ensuite vous avez fait une interview à une professionnelle. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, Chana? Madame Charnier, c'est ça, Madame Charnier, il me semble. Spécialiste des addictions et enfin une dernière équipe pour constituer la revue de presse. Nous avons donc commencé à travailler en équipe dans les locaux de Radio Caraïbes Nancy avant de poursuivre nos ateliers au collège les semaines suivantes. Ok, bon c'est un agenda bien rempli tout ça. Hein. Alors on va refaire un petit tour de table pour nos invités. C'est vrai qu'on vous a présenté un peu succinctement. Donc là, vous allez nous dire un peu en quoi consistent vos postes, chacune. On commence par Bertrand Baggio. Merci Lionel. Oui, peut-être pour resituer la genèse du projet. En fait, c'est un projet qui s'est déroulé en 2 temps. Il y a eu un premier temps qui s'est passé l'année dernière, au mois de mai-juin de l'année dernière, donc auprès des 6e. Donc l'ensemble des 6e du collège Jean Moulin a pu bénéficier d'un atelier de sensibilisation sur la question de la pratique des écrans. Et donc ces ateliers ont été co-animés par Madame Vanessa Boulot d'Addiction France
et par l'équipe de prévention spécialisée, où l'idée, voilà, c'était de pouvoir sensibiliser et partager avec les jeunes sur leur pratique des écrans. Donc ça, c'était en fin de 6e. Et cette année, l'idée, c'est à partir donc de 12 jeunes volontaires de 5e qui avaient pu participer à ces ateliers. L'idée, c'était le défi avec eux de pouvoir réaliser des podcasts en lien évidemment avec M. Hannet, un professeur fortement intéressé et impliqué sur cette question, et avec en point d'orgue, point final aujourd'hui, de pouvoir accueillir une radio au sein du collège pour pouvoir présenter d'une part les travaux réalisés par les jeunes et d'autre part de pouvoir en échanger ensemble sur cette question de cette pratique des écrans qui est j'ai oublié de le dire, mais effectivement c'est lié à des constats partagés entre nous éducateurs mais aussi par le personnel enseignant sur les conséquences de cette pratique de plus en plus croissante dans le quotidien des jeunes et notamment sur leur parcours scolaire. Alors, tu l'as mentionné, ça a été aussi beaucoup travaillé avec Monsieur Hannet, qui est prof de techno. Alors, les jeunes, la techno, c'est pas juste un style de musique, c'est aussi une matière au collège. Alors, Monsieur Hannet, est-ce que tu peux nous raconter un peu? Lionel, ça fait des années que je lutte contre cette vanne-là. Quand même. J'étais obligé. Oui, alors, moi j'ai envie de dire, peu importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse, en fait. C'est-à-dire qu'en clair, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire travailler des élèves sur un objectif commun, un projet, les faire travailler ensemble, collaborer ensemble. Alors c'est vrai que sur l'addiction aux écrans, je suis assez sensible, évidemment en tant que professeur, mais aussi en tant que parent. J'ai l'impression qu'on est dans une époque où il y a une petite ère de génération sacrifiée là, sur l'autel des grandes majors du numérique et des réseaux sociaux, par exemple. Et donc oui, c'est effectivement un élément déterminant aujourd'hui dans la réussite scolaire de nos élèves, avec la façon dont ils utilisent des écrans, en fait, et avec le contrôle ou non des parents. Et donc c'est vrai que c'est un élément qui est vraiment très différenciant dans la réussite de nos élèves. Voilà. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et effectivement, quand Bertrand m'a proposé le projet, j'ai évidemment accepté tout de suite. Et voilà. ça a nécessité beaucoup d'implication de ta part parce que c'est beaucoup d'heures de travail, mais j'ai senti que oui, c'est vrai. Tu as pris du plaisir quand même à oui, échanger mais bon, avec j'ai envie de dire, c'est comme je disais tout à l'heure, on a un peu rien sans rien. C'est un petit peu difficile de prendre du plaisir avec des élèves sans s'impliquer et puis passer un peu de temps supplémentaire. Et puis voilà, accepter effectivement, mais d'abord pour eux, j'ai envie de dire, de venir travailler le vendredi après-midi de 15h30 à 17h30. Tous les élèves ne le feraient pas. Tous les élèves ne le feraient pas. Donc moi, je les remercie pour ça, pour leur implication. Et c'est vrai que j'aime bien dire à mes élèves que dans leur vie, pour leur réussite, il ne faut pas compter que sur l'école. Il y a aussi l'engagement à l'extérieur de l'école, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le domaine artistique, etc. Donc c'est vrai que travailler sur l'engagement, quand c'est pas évalué, quand c'est pas obligatoire, c'est quelque chose qui me semble important. Voilà. Madame Griffaton, en tant que CPE, cette problématique des écrans, est-ce que c'est, on va dire, un souci auquel vous êtes confronté au quotidien ? Oui, effectivement. On se retrouve à certains moments avec des jeunes qui sont sur les écrans presque en permanence, à part quand ils sont à l'établissement. Et effectivement, quand on parlait de contrôle parental, quand il n'y a pas forcément de limites qui sont mises par les parents, ça empiète aussi sur la qualité du sommeil, l'heure du coucher, l'heure du réveil, le fait que les élèves puissent être en retard, puissent devenir à certains moments passifs. Donc la démotivation, parce que effectivement, les écrans ça capte, ça stimule. Donc oui, effectivement, on se rend compte qu'il y a des conséquences très importantes sur la scolarité de certains de nos élèves. Et avant ça, c'est vrai que j'ai oublié de vous demander votre fonction en tant que CPE, parce que parfois les élèves savent qui est la CPE, mais c'est quoi le travail d'un ou d'une CPE ? Alors, le travail d'un ou d'une CPE, c'est d'essayer d'accompagner les enfants, les adolescents, les élèves, de la meilleure des façons possibles, accompagnés par l'ensemble de l'équipe vie scolaire, par l'ensemble des assistants d'éducation, pour les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils réussissent leur scolarité. Donc à la fois en tant qu'élèves, leur parcours scolaire, mais aussi leur épanouissement en tant qu'adolescents. Donc on a aussi ce regard-là des élèves, comment ils vont, comment ça se passe chez eux, est-ce qu'ils sont bien entourés à l'établissement, est-ce qu'ils sont au contraire isolés, est-ce qu'ils rencontrent une problématique à laquelle il faut qu'on s'intéresse, voilà.
Finalement, la vie scolaire, c'est le liant entre les parents et tout le personnel scolaire. Souvent, la vie scolaire, effectivement, c'est un peu le centre de l'établissement où les parents appellent, les enfants viennent se confier parfois, effectivement, et on fait le lien entre l'équipe enseignante, l'équipe de direction, l'équipe des agents, l'équipe des personnels médico-sociaux. Et tout le monde travaille, en fait, tous ensemble pour la réussite des élèves et leur épanouissement. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, CPE, vous savez en quoi ça consiste. Madame Voidier, vous êtes parent d'élèves, d'une élève en quelle classe? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, moi, je suis présente en tant que maman de 2 adolescentes de 14 et 16 ans. Donc, une qui est encore au collège et puis une qui est déjà au lycée. Je suis très sensible aussi au sujet des écrans en tant que maman, mais aussi au niveau professionnel. Puisque je suis enseignant référent, donc j'ai mon bureau au collège, et donc je vois un certain nombre d'élèves de la maternelle au BTS, qui rencontrent des soucis dans leur scolarité aussi en lien avec les écrans. Très bien, alors on va y revenir un peu plus en profondeur tout à l'heure dans l'émission. Je te laisse la parole. Tu vas nous parler d'un micro-trottoir, c'est ça? Alors je te laisse nous expliquer. Nous sommes allés interroger des Nancéens à la pépinière et nous leur avons posé des questions en commençant par combien de temps estimez-vous passer par jour sur votre écran? Dès qu'il n'y a pas de travail, c'est sur les écrans. 1h30. 1 heure à peu près. Tous écrans confondus, trop de temps. Je dirais une dizaine d'heures. Je critique ma fille, mais quand même je passe 3-4 heures. Par jour, j'en sais rien, 2 heures je vais dire. Ah, donc ordinateur et tout ça. Alors, beaucoup trop. Je suis sur mon écran, sur mon ordi toute la journée au boulot, on va dire. À côté de ça, sur le téléphone, il va y avoir tout ce qui est réseaux sociaux. Moi, j'ai été obligé de me mettre une durée limite par jour de 2 heures. Et en fait, 2 heures, ça passe même très très vite sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai limité ça à 2 heures parce que le temps passe beaucoup trop vite quand on est sur les téléphones. Puis, sur quel type d'écran passez-vous le plus de temps? Ordinateur, aucun doute. Le téléphone. La télévision. Écran d'ordinateur. La tablette. Mon ordinateur ou mon téléphone. Mes Messenger et puis les vidéos Facebook là. Qu'est-ce qui vous incite à aller sur votre appareil? Du coup, sur mon portable, le côté pratique. On l'a toujours à portée de main. Et le format. TikTok ou sinon les jeux vidéo. Sur les réseaux sociaux. Après un peu de temps quand je suis artisan, c'est sur la recherche du travail. Alors le travail et les réseaux sociaux pour discuter avec mes amis. Les réseaux sociaux, en particulier Facebook, Snapchat, Instagram. Regarder les informations, des séries, la météo. Je passe le temps. Les informations, Google, les recherches. À quel moment de la journée passez-vous du temps sur vos écrans? Plus le soir. 22h. Les enfants sont couchés, on est tranquille. Alors le soir et un petit peu l'après-midi, vers 14h30 et le soir vers 20h30, 21h. Du matin au soir. Je me lève le matin, je regarde la télé. Je regarde mon téléphone, je regarde mon ordi. Je rentre, je regarde mon téléphone, je regarde la télé et après je vais me coucher. Il n'y a que la nuit que je n'utilise pas d'écran particulier. La question est aléatoire. On va dire le soir, à partir de 21h. Parce que du coup, je ne travaille plus. J'ai fini de travailler, fini de manger, fini de faire les choses que j'ai à faire à la maison. Et donc du coup, c'est le moment où on se pose. C'est ça. Alors là, je sais pas, de 9h à 19h, 22h je dirais. Bon, parce que je veux pas dire que j'ai que ça à faire, mais je sais pas, c'est le moment là, tout simplement. Ouais, vraiment. Ouais, c'est les moments les plus libres en fait. Voilà, en fait, c'est ça. Dès que je peux, en fait. Le soir, quand même plus. En regardant la télé, en fin de compte, je regarde aussi TikTok. Je fais comme les jeunes, quoi. Je fais 2 choses en même temps. Je vois rien, en fait. Et pour finir, diriez-vous que vous êtes addict aux écrans? Non, parce que je peux m'en passer. J'aime beaucoup lire à côté aussi. Oui, parce que je regarde tout le temps, en fait. Voilà, même sans raison. Complètement, oui. Parce que je trouve que c'est à la fois une bonne façon de rester en contact avec le monde extérieur. C'est-à-dire ça va être les réseaux sociaux. J'écris à des gens, je regarde du contenu divertissant.
L'ordinateur pour bosser dessus, ça, j'ai pas trop le choix. Et puis la télé, c'est un divertissement, on va dire. Non. Bah, je peux m'en passer. Je peux poser mon téléphone toute la journée s'il faut. Un petit peu, parce que le week-end j'y vais aussi, alors que c'est mes jours de repos. Non, parce que j'ai pas le temps, c'est pas simplement, mais j'ai pas le temps. J'ai essayé aussi à ma fille de le partager un peu plus. J'ai essayé de donner des livres qu'elle puisse lire le soir avant qu'elle se couche, mais pas plus que ça. Non, je dirais pas que je suis addict parce que j'avais fait un travail il y a quelques semaines sur le fait de limiter mon temps d'écran à 1 heure par jour et j'ai plutôt bien réussi. Donc après, je pense que c'est une question de volonté. Voilà, c'était le micro-trottoir réalisé entre autres par Théoline. On peut applaudir Théoline quand même. Et on applaudit également Wassim qui nous a rejoint sur le plateau. Alors mon cher Wassim, tu vas nous parler de la revue de presse, Wassim, c'est ça? Oui. Alors on t'écoute, Wassim. Durant les cours supplémentaires de 15h à 17h, j'ai travaillé sur l'ordinateur et j'ai tapé addiction aux écrans. Je suis partie sur des liens comme des youtubeurs, l'humanité.fr par exemple. C'est quoi l'humanité.fr? C'est un site qui explique l'addiction aux écrans. C'est un journal, c'est ça, hein, oui, voilà. Ouais. C'est un journal. C'est le site d'un journal, donc l'humanité.fr, qui explique, donc tu disais, les addictions. L'addiction aux écrans. Eh bien, on va écouter la revue de presse alors. Ça te va? Oui. Très bien. 2024. La question de l'addiction aux écrans en France continue de susciter de vives inquiétudes, tant chez les experts que parmi la population. Les usages intensifs des écrans, surtout parmi les jeunes, ont des implications significatives sur leur bien-être physique et mental. Selon le site journalistique de l'humanité.fr, qui s'appuie sur les études menées par le Centre de recherche Raphaël et la mutuelle Santé Pro BTP, les Français sont de plus en plus sur leur smartphone. Dans quelle mesure les Français sont-ils sur leur smartphone? Plus de la moitié des gens interrogés sont plus de 1h30 par jour devant les écrans, et même jusqu'à 3 heures pour les 18-39 ans. S'il existe une variété d'écrans pour les loisirs numériques, le smartphone est le vainqueur toute catégorie pour capter les moments de temps libre de notre vie quotidienne. Au réveil, au lit, aux toilettes ou à table, ce nouveau doudou n'est pas réservé qu'aux enfants. Chez les adultes, plus de la moitié des répondants estiment avoir besoin de se connecter de plus en plus sur les réseaux sociaux, et cette utilisation de plus en plus intensive n'est pas sans conséquence sur les interactions sociales. Alors, les doudous numériques des Français, piège fatal ou formidable outil de développement personnel? Si les études scientifiques montrent qu'un usage intentionné des écrans reste positif pour le développement personnel des individus, une étude de la mission interministérielle de la lutte contre la drogue et les conduites addictives confirme que les phénomènes deviennent particulièrement préoccupants chez les jeunes. En effet, consommateurs excessifs de contenu numérique visionnés sans attention particulière, les plus jeunes sont très impactés négativement par cette surconsommation qui peut entraîner des problèmes de santé, des troubles du sommeil, une perte de notion du temps, de l'anxiété, de l'agressivité, un isolement social, un manque de motivation, une baisse des performances scolaires, une perte d'estime de soi, du cyberharcèlement ou encore de l'insécurité routière. Agressivité, perte de notion du temps, manque de communication y compris avec son entourage proche, manque de motivation, diminution des capacités de concentration, perte d'estime de soi, cyberharcèlement, insécurité routière. Ce phénomène est-il nouveau? Comme expliqué dans sa vidéo à propos de TikTok, le réseau social ultra populaire auprès des jeunes, le youtubeur Léo Duff montre que si le phénomène n'est pas nouveau, c'est bien la généralisation de l'usage des téléphones portables qui nous mène à perdre le contrôle de nos vies. Ainsi, en à peine 10 ans, le smartphone emporté partout et tout le temps a fait exploser le temps moyen passé devant les écrans de plus de 20%. Et on est toujours sous le préau du collège Jean Moulin, une bonne ambiance, hein, ça va bien, je pense que voilà, on a échappé de peu à la pluie, donc on est content. Et on parle toujours des écrans, on a été rejoint sur le plateau par Timéo. Timéo, vous êtes allé rencontrer une professionnelle de la santé, c'est ça? Avec Monsieur Badjo, nous sommes allés interviewer une professionnelle en addiction et psychologue.
et elle s'appelle Madame Charnier et on l'a interviewée pendant 7 minutes. Ouais. Et donc on va écouter alors. Oui, je suis psychologue. Donc le métier de psychologue consiste à aider les personnes qui sont en souffrance avec une problématique pour les aider à comprendre leurs problématiques et petit à petit trouver le chemin pour aller mieux. Voilà, et je suis plus spécifiquement psychologue dans les addictions. Donc addiction aux produits ou addiction comportementale. Parmi les personnes que vous accompagnez, y a-t-il beaucoup de personnes addictes aux écrans? Alors c'est difficile à dire, le nombre de personnes qui sont addictes aux écrans. Alors on a un biais, c'est qu'on est avant tout une structure qui est destinée aux adultes, donc de plus de 17-18 ans. Donc ce qui fait qu'il y a ce biais-là. On recevait à un moment donné les jeunes qui étaient addicts aux écrans. Faut savoir que le Covid étant passé par là, ça a été compliqué. Et déjà, c'était compliqué de recevoir des jeunes qui sont mineurs dans un centre d'addiction aux produits, puisqu'il fallait mettre une salle d'attente bien spécifique pour eux, pour qu'ils ne soient pas confrontés avec des personnes qui sont addictes aux produits et qui éventuellement en revendent parfois. Donc, ça a été très compliqué. Et le Covid aussi a amené à ce que les jeunes soient encore plus mal, plus dépressifs, plus anxieux et donc aillent davantage consulter dans des centres médico-psychologiques, donc dans des CMP pour traiter beaucoup plus de leurs problématiques de dépression, d'anxiété qui sont apparues avec la période Covid. Donc c'est vraiment difficile à dire le nombre, alors ça reste toujours un nombre très faible qui n'est pas du tout représentatif parce qu'on sait que l'addiction aux écrans chez les jeunes c'est très important. Si je vous donne quelques chiffres, on sait que les addictions au jeu c'est à peu près 10% des jeunes de 11 à 14 ans. On sait que l'addiction à Internet c'est environ 5 à 7% des jeunes de 11 à 14 ans. Et en fait, on en reçoit très peu comparativement à ce chiffre-là. Donc, si ça vous donne un chiffre, environ 10%, vous prenez dans votre classe. Dans votre classe, vous avez obligatoirement une ou des personnes qui est addicte, soit à Internet, soit aux jeux. Pour vous, que signifie être addict aux écrans? Alors, l'addiction aux écrans n'est pas reconnue en tant que telle. Parce que la question qui se pose d'un point de vue scientifique, c'est que on ne peut pas dire qu'on est addict aux écrans, on est addict à ce qu'on fait dans les écrans. Donc on peut être addict aux jeux vidéo, comme on peut être addict aux réseaux sociaux, comme on peut être addict à surfer sur Internet. Alors aujourd'hui, la seule addiction qui est reconnue, c'est l'addiction aux jeux vidéo. Donc c'est-à-dire que ce qu'on appelle le manuel diagnostic, le DSM, reconnaît, enfin du moins a mis en étude l'addiction aux jeux vidéo. La CIM, la classification internationale, elle l'a reconnue et l'a intégrée. Donc la seule addiction, c'est l'addiction aux jeux vidéo qui est reconnue à l'heure d'aujourd'hui. Si on utilise beaucoup un réseau social pour parler à quelqu'un, peut-on considérer que l'on est addict? Alors ça dépend comment on place le beaucoup. Quand on parle d'addiction, en fait, la définition de toutes les addictions, de manière générale, qui avait été donnée par Goodman, c'est cette impossibilité de résister en dépit des conséquences que cela amène, parce que quand on produit ce comportement, c'est dans un but de rechercher un plaisir ou de soulager un mal-être. Donc c'est comme ça qu'on va voir l'addiction. Aujourd'hui, ce qu'on a pu voir chez les jeunes, c'est que l'addiction aux écrans est souvent liée à des problématiques dépressives et anxieuses. Donc on sait que c'est les deux points centraux. Il est difficile de savoir qui de l'œuf ou de la poule, parce que pour l'instant les études, il est difficile de mener des études longitudinales, donc on n'en sait pas encore suffisamment. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une personne qui est addicte donc aux écrans, alors au moins à quelque chose, que ce soit comme les jeux vidéo, comme Internet, a souvent une problématique dépressive et voire anxieuse. Donc ce sont des points. Donc est-ce que c'est un jeune qui est dépressif qui va se mettre à l'écran de plus en plus pour pouvoir d'une certaine manière mieux gérer son mal-être, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est difficile à dire. On sait aussi, ou du moins on a remarqué au niveau des écrans, que la structure familiale pouvait avoir un impact, notamment par exemple quand on vit avec un seul parent.
où on a tendance à être un petit peu plus anxieux et donc aussi être un peu plus devant les écrans. On sait aussi que la famille a un impact non négligeable, des parents qui sont hyper connectés, qui n'arrivent pas à se détacher des écrans, offrent d'une certaine manière cet exemple aux enfants et du coup, les enfants vont reproduire la même chose. S'il n'y a pas de conversation dans la famille, si les repas ne sont accompagnés du smartphone, et bien effectivement, les enfants vont développer davantage des smartphones. Ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que plus un enfant se connecte rapidement à des écrans, avant 3 ans, plus il risque de développer un trouble de l'hyperactivité. Mais en même temps, un jeune qui a un trouble d'hyperactivité va être plus souvent sur les écrans parce que d'une certaine manière, ça gère son hyperactivité. Une interview réalisée donc avec Madame Charnier, psychologue spécialiste des addictions, à la Maison des Addictions. Et nous avons été rejoints sur le plateau par Vanessa Houlot d'Addiction France. Bonjour. Bonjour. Alors Vanessa, de quoi parle-t-on quand on parle d'addiction ? Donc Sandrine Charnier vient effectivement d'en parler. Les addictions, c'est très très large. Il ne faut pas oublier qu'au départ de toutes les addictions, il y a un comportement qui au départ a pour fonction de procurer du plaisir ou en tout cas d'être un peu moins mal qu'on est au départ. Et donc on voit bien que l'addiction, ça devient une addiction à partir du moment où on ne contrôle plus, on perd ce contrôle-là, on va beaucoup plus loin que prévu, beaucoup plus longtemps. Et en fait, aujourd'hui, les écrans, notamment les applications qu'on va utiliser via les écrans, sont créées justement pour qu'on y passe énormément de temps. Donc c'est comme ça qu'on peut facilement tomber dans le piège, comme on l'a pu le voir tout à l'heure dans le micro-trottoir, aussi bien adultes que jeunes, finalement. Au niveau des parents, Madame Voidier, est-ce que vous arrivez à déceler un comportement qui vous semble être ou ressembler de près ou de loin à une forme d'addiction quand vous observez les élèves ou vos enfants? Avec mes enfants, en fait, moi j'ai mis des règles assez strictes, j'allais dire. Donc, mais je vois qu'elles pourraient vite, oui, tomber dans une addiction s'il n'y avait pas ces règles-là et si je les laissais libres avec les écrans. Et par rapport aux élèves, c'est pareil. Effectivement, les questions sont souvent posées quand il y a des problématiques de scolarisation sur le temps passé sur les écrans et souvent le lien est évident. Voilà. Et comment vous travaillez chez Addiction France? Je pense que c'est plutôt de la prévention en général que vous faites. Nous, on se déplace dans différentes structures pour mettre en place des projets de prévention des conduites addictives, comme ça a pu être le cas ici dans le collège. Et on met en place des temps d'échange, de discussion, puisque finalement, c'est un phénomène de société, les addictions et l'addiction aux écrans. Et donc, l'idée, c'est d'en échanger, d'en partager les pratiques dans les familles ensemble, et puis pour trouver des solutions, parce que malheureusement, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution toute faite pour gérer cette question des écrans, et on voit bien qu'on est tous dépassés par cette thématique-là. Là, je me tourne vers le personnel scolaire, Monsieur Hanné, Madame Griffato. Aujourd'hui, quelle est la place des écrans dans l'établissement scolaire, dans la classe, même sous le préau? Quelle place occupe? Parce qu'on a vu, il y a eu un tournant technologique qui a été pris. Il y a beaucoup d'établissements qui sont passés au majoritairement numérique. Comment on peut gérer cette évolution-là, quand on est prof ou quand on est CPE? Alors, il y a clairement une mode du numérique dans l'enseignement et dans la pédagogie, pas toujours bien utilisée. Donc effectivement, c'est une mode contre laquelle il faut être assez vigilant et critique. C'est-à-dire qu'avoir un écran, c'est pas forcément utile quand on dispense un cours, une séance. Il faut vraiment bien mesurer l'importance et l'apport de l'écran ou de l'application qu'on va utiliser et ne pas mettre un élève juste devant un écran en imaginant que ça va régler des problèmes de façon automatique. Et ça, c'est un petit peu le sujet parce qu'on a un petit peu cette tendance-là aujourd'hui quand même. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en mettant un élève devant un écran que tout est magique et que tout va se régler. D'ailleurs, je le vois, moi j'ai des élèves par exemple qui ont des difficultés de certains troubles de 10 par exemple. Et c'est vrai que moi je m'interroge toujours, alors je ne suis pas un professionnel de la détection des troubles 10, mais je m'interroge toujours sur l'impact positif que peut avoir par exemple l'utilisation d'un ordinateur portable chez un élève qui a des troubles de l'écriture par exemple. Donc il y a quand même, je crois qu'il y
y a nécessité d'avoir des discussions. Il y a des questions autour de ça. Madame Griffaton, est-ce que vous, en tant que CPE, ça doit être un peu contraignant parfois pour vous de dire aux élèves n'allez pas sur le téléphone, n'allez pas sur les écrans, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, avec Pronote, avec pas mal d'applications comme ça numériques qui servent dans la pédagogie, dans la transmission d'informations, il faut passer par les écrans, mais en même temps dire aux élèves n'allez pas trop sur vos écrans. Alors justement, nous, c'est génial parce que nous, les téléphones portables sont interdits dans les établissements, en tout cas dans les collèges. Donc au contraire, nous, je pense qu'ils sont protégés à partir du moment où ils entrent dans l'établissement. Quand ils passent le portail d'entrée de l'établissement, leurs téléphones doivent être éteints au fond du sac. C'est la règle, ils la connaissent et ils doivent la respecter. Et on fait tout, l'ensemble des personnels, tout le monde joue le jeu pour faire respecter cette règle-là. Donc je dirais que nous, ils sont protégés sur le temps scolaire. Et on leur explique comme ça, c'est-à-dire que c'est pas pour les embêter ni pour les punir. En fait, c'est pour les protéger. Parce que nous-mêmes, on dit en tant qu'adultes, c'est très compliqué de poser des limites. Quand on est au travail, on reçoit une notification, on est intéressé, curieux, on a envie de voir, et puis hop, on décroche. Les élèves, c'est pareil. Donc s'ils avaient leur téléphone allumé, je pense qu'ils n'écouteraient rien des cours. Donc en fait, ça les protège. Les téléphones sont éteints au fond du sac et ils le rallument le soir quand ils repassent le portail de l'établissement. S'il y a une urgence, ils savent qu'ils peuvent très bien venir contacter leurs parents à la vie scolaire. Et s'il y a une urgence du côté des parents, ils nous appellent et nous, on va prévenir les élèves dans les classes s'il y a besoin de leur communiquer une information. Mais ils sont protégés des écrans de leur téléphone sur le temps scolaire. Voilà. Alors toujours sur cette thématique des écrans, on va s'octroyer une petite pause musicale. Et ça sera tout de suite avec Soprano, Mon Précieux. Pour être plus proche de vous, RCN se délocalise. RCN se délocalise. Et on est toujours sous le préau du collège Jean Moulin pour cette émission sur le rapport aux écrans. On vient d'écouter un morceau qui n'a pas été choisi sans, on va dire, inconsciemment par les élèves. C'est Mon Précieux de Soprano. Pourquoi vous avez choisi ce morceau de Soprano, Mon Précieux ? Parce que ça parle du téléphone, comme quoi il sortait plus voir ses amis, il était toujours sur son téléphone et tout ça. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, les paroles de Soprano, tout ça Oui. Oui. Ça vous fait réfléchir un peu ? Oui. Alors on va continuer. Il y a Maëlys qui nous a rejoint sur ce plateau. Maëlys, donc tu vas nous parler de la deuxième partie d'interview de Madame Charnier. Donc dans l'interview de Madame Charnier, elle nous a parlé des risques et elle nous a donné des conseils pour maîtriser son temps d'écran. Alors donc on va écouter la deuxième partie d'interview alors. C'est parti. En tant qu'ado, comment est-ce que je peux me protéger de l'addiction aux écrans ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est les règles d'Internet. Ça, c'est la première des choses. Comment fonctionne Internet ? Donc, en clair, tout ce qu'on met sur Internet s'y reste. Ça s'efface pas. Donc, ça, c'est important de savoir que Internet existe toujours, qu'une fois qu'on l'a mis, ça continue à exister et savoir que on fait attention à ce qu'on va voir sur Internet et qu'il y a des dangers sur Internet. Donc le tout, c'est déjà d'avoir bien conscience des dangers. On sait que les jeunes, les dangers sur Internet vont être notamment tout ce qui est du domaine du harcèlement, du cyberharcèlement, donc c'est-à-dire envoyer des messages pas sympathiques à des copains ou des copines. Ça veut dire aussi prendre des photos, poster des photos, envoyer des insultes. Ça va être donc tout ce qui est de l'ordre de l'harcèlement. Les risques, ça va être aussi tout ce qui est, alors certes du domaine des addictions, mais aussi tout ce qu'on va voir sur Internet. Donc tous les sites qui sont potentiellement dangereux, interdits aux mineurs, c'est-à-dire les sites de violence, de haine, les sites qui vont toucher tout ce qui est le corps en tant que tel, qu'on voit et qui vont peut-être amener chez des jeunes des pathologies comme les troubles du comportement alimentaire, tout ce qui est du domaine de la pornographie. On sait à l'heure d'aujourd'hui que la pornographie est visionnée dès l'âge de 9 ans à peu près, et qui en plus vont les amener dans des conduites amoureuses qui ne seront pas les bonnes. Après, ce sont des règles de base. L'addiction, ça a tendance à renfermer sur soi. Ça veut dire qu'on se centre uniquement sur les écrans et on oublie tout le reste.
La meilleure façon de se protéger, ça va être de continuer à voir les copains et copines, mais en vrai, pour de vrai, pas seulement derrière un écran. Donc faire des sorties avec eux, aller chez eux, aller discuter ensemble, mais pour de vrai, pas derrière un écran. Faire des activités de loisirs, et notamment aussi pratiquer une activité physique, d'ordre physique. Partager des moments en famille. Voilà, ça va être déjà l'essentiel, parce qu'on sait que toutes ces activités sont abandonnées. Et aussi faire attention aux devoirs à l'école, parce qu'on sait que quand il y a une addiction, les devoirs ne sont plus faits et les résultats scolaires diminuent. Après, comment se protéger? Ça va être par rapport aux écrans en tant que tels. On sait aujourd'hui qu'à partir de 11 ans, il y a environ entre 1 à 3 écrans dans une chambre, qui vont rester toute la nuit. C'est complètement déconseillé. Parce que quand on a un écran, ce qu'on a tendance à faire, c'est le regarder. Et finalement, progressivement, on va oublier de dormir et ça va complètement envahir. Donc les écrans n'ont rien à faire dans une chambre. Il est même conseillé que l'ordinateur sur lequel on a tendance à jouer soit mis dans le salon. Parce que quand l'ordinateur est dans le salon, déjà on ne peut pas occuper le salon à jouer toute une journée, parce que les parents vont mettre un stop, et encore en plus, ça restreint ce qu'on peut faire sur Internet. Donc ça, ce sont des éléments qui sont très importants. Qu'est-ce qu'on va conseiller aussi, c'est on ne mange pas devant un écran. Quand on mange à table, et on n'est pas devant un écran, parce que quand on mange devant un écran, on perd la notion de la satiété. Donc c'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas avoir mangé et on peut encore toujours avoir faim. Donc ça amène des troubles du comportement alimentaire. Quand on a un petit frère ou une petite sœur, ne pas oublier que il n'est pas encore suffisamment peut-être développé pour regarder les mêmes choses que vous. Donc un jeu, c'est pas forcément un jeu. Quand on joue à Call of Duty ou je ne sais quel autre jeu, il y a des règles. Donc bien regarder la signalétique et voir si ce jeu est vraiment autorisé à son âge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de conseils à avoir? C'est aussi se garder des temps de déconnexion à un moment donné. Se dire non, je ne vais pas en mourir si je ne joue pas à mon jeu, je ne vais pas en mourir si je ne regarde pas sur les réseaux. Donc, et le réseau, ce n'est pas ma vie en tant que telle, ce n'est pas toute ma vie. Je vous ai dit qu'il fallait connaître des règles. Un réseau social, c'est pas un journal intime. Donc faire attention à ce qu'on met dessus. On ne peut pas raconter sa vie en tant que telle. Donc il faut vraiment faire attention. Et faire attention que les amis ne sont pas forcément des amis. Parce qu'un des risques aussi qu'on sait chez les jeunes, c'est qu'ils ont tendance à oublier que la personne avec qui ils communiquent n'est peut-être pas la personne qu'elle dit être. Et les jeunes oublient que si la personne elle dit qu'elle a 11 ans, elle n'a peut-être pas 11 ans, elle en a peut-être 40, et que petit à petit, elle peut vous amener à vous demander de faire des choses que vous ne feriez pas en temps normal. Et après, vous menacer. Donc ça, il faut bien avoir conscience qu'un ami, quand on ne connaît pas, n'est pas un ami. Alors c'était la deuxième partie de l'interview de Madame Charnier, donc interview réalisée par les élèves et par leur prof Monsieur Hannet. On va aussi écouter avant un débat et des questions dans le public, la deuxième partie de la revue de presse réalisée par les élèves. Les addicts aux écrans ont-ils conscience de se faire piéger? En partie conscients des dangers auxquels ils s'exposent, les consommateurs ne sont pas en mesure de stopper ou même de réduire leur dépendance aux écrans. Il faut avouer que le sevrage n'est pas facile, car les géants du numérique ont imaginé et développé leurs applications pour capter le moindre temps de cerveau disponible chez les utilisateurs. Souvent gratuits et facilement accessibles grâce à nos smartphones, les contenus numériques ont été pensés pour absorber le maximum de notre temps libre et impactent particulièrement les jeunes ayant un manque d'estime de soi et un environnement familial difficile. Parents, médecins, élus, professeurs, il est donc temps d'agir pour reprendre le contrôle de nos vies et celle de nos enfants en commençant par exemple par participer au défi 10 jours sans écran, organisé tous les ans par l'association du même nom. Merci encore une fois à Théoline, Chana, Mathilda, Timéo et Wassim pour leur travail qualitatif. Je crois que vous aviez un petit slogan, c'est ça, quand c'est gratuit? C'est que c'est vous le produit. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que si l'application ou le site où vous allez, c'est gratuit, c'est que ils se servent un peu de vous pour avoir de l'argent quand même.
Donc finalement, oui, on est leur produit, quoi. Oui. Et on est d'accord, toutes ces applications sur lesquelles, enfin la majorité, elles sont gratuites quand même, les applications que vous utilisez. Oui. Eh bien, je pense que l'heure est venue de prendre quelques réactions, quelques réponses du public. Alors, j'aurais besoin de Bertrand en tant qu'assistant. Il me semble que dans le public, il y a des personnes qui souhaitent réagir. Merci. Bonjour, je m'appelle Romane Lamandé et j'ai comme tout le monde un téléphone, je l'utilise assez régulièrement. J'ai quand même été assez régulée grâce à mes parents qui m'ont, dès que je l'ai eu, mis une application pour me limiter le temps d'écran, ce que je pouvais installer. Ils vérifiaient assez régulièrement quand même ce que je regardais pour vérifier que ce soit de mon âge. Actuellement, on m'a enlevé cette application, donc je pourrais faire ce que je voulais, ce que je veux. Et pourtant, ça n'a rien changé. J'ai pas fait n'importe quoi avec parce que mes parents ne me regardaient plus. Donc en fait, je pense que grâce à mes parents, que j'ai pu réguler mon temps sur mes écrans, réguler ce que je regardais, et puis le contenu qui soit adapté à mon âge. Donc voilà. Et comment tu l'as vécu au début, le fait que tes parents te mettent ce qu'on appelle un contrôle parental, donc une restriction, etc. En fait, ça m'a pas plus dérangé que ça parce que je ressentais pas le besoin d'avoir d'autres applications que ce que je possédais actuellement. Et puis toutes mes amies avaient le même contrôle parental que moi, donc en fait ça n'a pas posé de problème. Donc je l'ai bien vécu, ça m'a pas posé de soucis. Et quels sont le type d'application sur lequel tu vas le plus souvent quand tu utilises ton téléphone ou ton ordinateur même? Je sais pas, peut-être des applications de divertissement telles que TikTok, mais comme tout le monde, je pense. Oui, ou juste discuter avec des gens sur WhatsApp ou voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'utilise. Et concernant les usages autour de la table, est-ce que parmi vous avez à peu près les mêmes usages que Romane, ou est-ce que vous utilisez différemment vos téléphones? Moi, je l'utilise pas beaucoup parce que j'ai que 30 minutes par jour et j'ai 2 applications. Donc, voilà. 2 applications, c'est plutôt des applications des réseaux sociaux de messages et... voilà. Et de messages, ouais. Donc 30 minutes par jour, est-ce que ça te suffit? Oui, ça va. Largement, oui. Ça va. Alors, il y a peut-être une deuxième réaction dans le public. On va essayer de voir, ou des questions d'ailleurs. On a des professionnels, hein, n'hésitez pas à les solliciter pour avoir plus d'informations. C'est le moment de se renseigner. Hein. Oui, voilà. Comment tu utilises les écrans? Bonjour, moi je m'appelle Louise et tout comme Romane, j'ai un portable ainsi qu'un ordinateur. Sur mon téléphone, j'avoue que je passe pas tant que ça de temps par semaine, notamment parce que je quitte tard et que j'ai beaucoup d'activités sportives en fait. Donc j'ai pas vraiment le temps de l'utiliser. Le week-end, je l'utilise quand même bien plus, que ce soit pour du divertissement ou juste pour garder contact avec mes amis ainsi que ma famille. Je trouve ça quand même pratique parce que ça nous permet quand même d'échanger des photos quand on est en vacances ou bien même de juste donner de nos nouvelles. Après, c'est vrai que certaines applications, donc j'utilise aussi TikTok, ça augmente beaucoup mon temps d'écran. Surtout que ça nous absorbe en fait, on se rend pas compte du temps qui passe après, donc on y part pour 10 minutes et au final c'est 1h30 qui s'écoule et tout ce qu'on avait prévu de faire, on n'a plus le temps, donc c'est vrai que c'est assez problématique. C'est pour ça que comme disait Romane, les contrôles parentaux c'était quand même pratique parce que au début j'avais un contrôle parental du coup qui me limitait le temps d'écran, ce qui m'a permis d'apprendre à utiliser mon portable et les écrans, donc j'apprends à utiliser les applications justement pour qu'elles soient positives et moins négatives. Et maintenant, du coup, j'ai l'habitude aussi de moins être sur mon téléphone, ce qui permet que maintenant, même sans contrôle parental, j'arrive à me réguler toute seule et à être raisonnable. Très bien, merci beaucoup. Alors, on arrive déjà au terme de cette émission. Peut-être pour le mot de la fin,
Est-ce qu'il y aurait, Vanessa, un conseil à donner, des recommandations, enfin des prescriptions, je dirais, pour que les adolescents puissent utiliser ces écrans à bon escient? Les écrans, moi je pense qu'il est important de dire, c'est un outil quand même qui est formidable, qui permet beaucoup de choses, mais il faut que ça reste un loisir, il faut que ça reste un outil et pas que ça prenne toute la place. Donc à partir du moment où les écrans vont vous empêcher de réaliser vos activités obligatoires en journée, c'est-à-dire passer votre temps scolaire, dormir, manger, passer du temps avec votre famille, vos amis, là ça peut commencer à être problématique l'usage des écrans. Donc voilà, que ça reste vraiment à sa place, un plaisir, un loisir et que ça n'empiète pas sur tout le reste, puisque voilà, il y a plein de choses formidables à faire à part les écrans. Merci beaucoup. Et Bertrand, Monsieur Hannet. Ah, la sonnerie, voilà, c'est comme il y a un signe. C'est vraiment la fin de l'émission. Un petit mot en 30 secondes pour conclure. Oui, bon alors, quelques mots. C'était vraiment remercier l'ensemble des participants de ce projet. Je trouve que ça a été un beau projet partenarial. Merci vraiment à l'accueil du collège. Souligner particulièrement l'investissement, on l'a déjà dit, des jeunes, mais quand même qui sont venus sur des temps hors cours, donc qui ont donné de leur temps, qui se sont investis, qui ont essayé de faire au mieux. Alors je sais qu'ils étaient très stressés aujourd'hui, mais bon, ils s'en sont plutôt pas trop mal tirés. Et vraiment, voilà, merci à tous pour vraiment cette implication autour d'un beau projet. Et enfin, Arnaud, le mot de la fin. Alors, je tiens quand même à revenir sur l'utilisation des écrans. Il ne faut pas les diaboliser non plus, hein, bien sûr, hein, ça fait partie de notre monde. Mais j'invite vraiment les adultes, d'une manière générale, à être vigilants sur la façon d'utiliser les écrans pour les enfants, mais j'ai même envie de dire même pour eux-mêmes. Et donc, voilà, ce sera le mot de la fin. Je remercie également mes élèves pour leur engagement et le fait qu'ils aient été volontaires jusqu'au 4 juillet. Voilà. Bravo, on peut applaudir les élèves. Bravo à vous, c'était un réel plaisir de faire cette émission ici au collège Jean Moulin, et on va se quitter en musique parce que la musique adoucit les mœurs avec le titre d'Angèle, Amour, haine et danger. RCN, www.rcn-radio.org